Alors que je me lance à la découverte du Mont-Saint-Michel, enveloppé dans un épais brouillard qui semble défier le temps, je suis immédiatement frappé par l'atmosphère envoûtante qui règne en ces lieux. Marchant à travers les ruelles pavées, je me sens transporté dans un autre temps, où chaque pierre raconte une histoire millénaire. Les jardins secrets, nichés au creux des murailles, révèlent une beauté où le parfum des fleurs se mêle à l'air salin de la mer. En chemin, je croise des touristes, des pèlerins et des habitants du Mont-Saint-Michel, dont les visages témoignent de leurs attachements profonds à ce lieu unique au monde. En fait, je suis arrivée au Mont-Saint-Michel, je me suis mariée au Mont-Saint-Michel en 1960. Et en fait, j'ai connu mon mari en venant chez mon oncle, le frère de mon père, qui était pêcheur dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et je venais de faire un stage de voile au Krebs d'Oulgat. Il me dit, tu veux faire du bateau ? Je vais te présenter un Montois qui a un bateau, comme ça tu pourras faire du bateau avec lui. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au Mont-Saint-Michel. Très très vite, j'ai beaucoup aimé le Mont-Saint-Michel. Et puis j'avais un beau-père qui était très très érudit, et comme il me voyait très intéressée, il m'a beaucoup raconté l'histoire du Mont-Saint-Michel et l'historique du mont. Alors quelquefois mes enfants ont rouspété un petit peu parce que j'ai toujours été très disponible quand les touristes voulaient des explications sur le mont et tout. Je lâchais tout et je m'occupais des touristes pour les renseigner. À mesure que je poursuis mon exploration, je suis captivé par les détails architecturaux qui ornent chaque bâtisse, témoins du génie des constructeurs d'autrefois. Les églises séculaires, les places pittoresques et les passages secrets évoquent un passé glorieux, où la foi et l'art se mêlaient harmonieusement pour créer cet héritage intemporel. Je suis Montois, c'est-à-dire habitant du Mont-Saint-Michel. Et en fait, je viens ici depuis que je suis tout petit, puisqu'au départ, c'est ma grand-mère qui m'a fait un peu découvrir le site, qui m'a emmené à l'abbaye, qui me faisait faire le tour du village et qui m'a raconté un peu l'histoire du site et l'histoire de notre famille par rapport au Mont-Saint-Michel. Puisqu'en fait, ma famille, elle est sur le mont depuis à peu près 150 ans. Moi, je suis la 6e génération sur le Mont-Saint-Michel. Et à l'origine, en fait, c'est un de mes ancêtres qui était maçon et tailleur de pierre et qui a travaillé à la restauration de l'abbaye donc dans les années 1870. Et il s'y est bien plu sur le mont, donc il a construit une maison et depuis, elle est toujours restée dans la famille. Et c'est pour ça que j'ai créé une association qui s'appelle l'Association villageoise de Mont-Saint-Michel et qui en fait a pour but de montrer que le Mont-Saint-Michel, c'est pas seulement un monument, c'est pas un musée, mais que ça reste un lieu de vie avec des cultures, des pratiques et des traditions qui sont toujours présentes et ancrées dans le lieu. Puisqu'en fait, si on reprend ce qu'est le Mont-Saint-Michel, au départ, c'est 3 choses. C'est-à-dire que c'est d'abord une abbaye, un village et ensuite une forteresse. Mais si on prend l'abbaye, on a toujours des communautés religieuses qui continuent à perpétuer la vie religieuse en communauté et à accueillir des pèlerins. Et pour ce qui est du village, en fait, au Mont-Saint-Michel, le village il servait principalement à 3 choses. C'est-à-dire que les pèlerins qui venaient au mont, ils voulaient manger, dormir et acheter des souvenirs. Et en fait, aujourd'hui, le village, c'est toujours ça. Et on continue à perpétuer cette tradition d'accueil. Dans les cours du mont, les murs de pierre semblent murmurer des récits oubliés, tandis que les arches imposantes invitent à un voyage à travers le temps. Sous la brume, les pavés usés par les pas résonnent des nombreux pèlerins qui ont parcouru ces mêmes chemins. L'atmosphère est chargée d'une aura mystique, où le passé et le présent se mêlent harmonieusement. Entre les tours imposantes et les dédales des ruelles étroites, les cours du Mont-Saint-Michel dévoilent un univers où l'architecture et l'histoire se fondent dans une ambiance envoûtante. Au détour d'une rue, je m'arrête pour contempler l'abbaye qui se dresse fièrement dans la brume. Son architecture imposante et ses tours élancées semblent défier les éléments, symbole de la grandeur et de la puissance de la foi qui l'anime depuis des siècles. Je me sens humble,
face à cette merveille de l'humanité, conscient de l'immensité de son histoire et de sa signification spirituelle. Alors, en arrivant ici, j'ai découvert évidemment la complexité de ce monument, sur le plan architectural, et puis aussi sa longue histoire. Il faut rappeler que ce rocher fascine les hommes depuis la nuit des temps. Et jusqu'à une date assez récente, on ne savait pas très bien ce qui se passait il y a quelques milliers d'années, ce qui autorisait beaucoup à écrire n'importe quoi dans un certain nombre de livres que l'on vend en bas. Dans cette ambiance empreinte de mystère, je suis intimement lié au Mont-Saint-Michel et à sa richesse culturelle. Chaque pas que je fais résonne comme une invitation à percer les secrets enfouis sous ces vieilles pierres, à découvrir les trésors cachés qui font de ce lieu un véritable joyau de notre patrimoine mondial. Guidé par les goélands, gargouilles vivantes du Mont-Saint-Michel, trônant sur les corniches, je m'aventure dans l'enceinte sacrée de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. À mesure que je franchis ces portes centenaires, un silence solennel m'accueille, interrompu uniquement par le bruissement du vent dans les hautes arches et le doux murmure des moines dans la chapelle. Je suis immédiatement frappé par la grandeur et la majesté de cet édifice religieux, dont les murs de pierre semblent imprégnés de sagesse. Je suis conduit à travers les couloirs sombres et les escaliers étroits par un conférencier érudit, dont les paroles résonnent comme un écho du passé. Un archéologue allemand nous a révélé que les hommes venaient déjà sur ce rocher pour regarder les étoiles, puisque ces cupules dessinent les étoiles dans le ciel. Donc on sait que dès le néolithique, cette montagne, qui est entourée par la mer, fascine les hommes. Mais l'histoire, proprement dit, la grande histoire du Mont-Saint-Michel, commence au 8e siècle, quand un évêque d'Avranches, qui s'appelle Aubert, reçoit en songe la visite de l'archange. Saint-Michel, le chef des armées du ciel, celui qui préside à la pesée des âmes, Saint-Michel lui demande en songe de construire une église sur ce rocher. Cette première église va rapidement devenir un des plus grands pèlerinages d'Occident. Et on a des témoignages qui montrent que très tôt, le Mont Saint-Michel est probablement, après Rome, après Jérusalem, un des plus grands sanctuaires de pèlerinage. Il faut imaginer qu'il y a probablement à cette époque plus de monde au Mont Saint-Michel qu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est évidemment aujourd'hui très célèbre. À chaque tournant, je découvre de nouveaux trésors cachés. Des fresques anciennes aux vitraux étincelants, témoins de la foi inébranlable qui a animé les moines et les visiteurs pendant des siècles. Les salles de prière, les dortoirs austères et les cellules monastiques racontent l'histoire d'une communauté dévouée à la contemplation et à la méditation, où le temps semble suspendu dans une éternelle quête de spiritualité. Le clocher me sort de mes pensées dès lors que je rejoins le sommet de l'abbaye. La brume qui enveloppe encore le Mont-Saint-Michel ajoute une dimension supplémentaire à cette expérience unique, créant une atmosphère envoûtante. Alors que je quitte l'abbaye, imprégné de son aura mystique, je sais que cette expérience restera gravée à jamais dans ma mémoire, comme un rappel de la beauté et de la transcendance qui habite le Mont-Saint-Michel. Alors ce monastère, très célèbre au Moyen-Âge, va malheureusement connaître des périodes de destruction, des incendies, et puis surtout des effondrements. En 1000 ans, il y a eu à peu près un effondrement par siècle, mais l'incendie le plus célèbre, c'est en 1204. En 1204,
le roi de France, qui s'appelle Philippe Auguste, s'empare de la Normandie et ses alliés, bretons, conduits par Guy de Thouars, vont mettre le feu au Mont Saint-Michel. Et de cet incendie terrible, tragique, eh bien, va naître la merveille. Donc en 1023 débute en effet le chantier de construction de la grande abbatiale, et puis au nord, le monastère où vivaient les moines. Nous avons, dans les murs de l'abbaye, une petite communauté d'une douzaine de religieux. Ils vivent juste derrière cette porte, dans les logis abbatiaux. Ils sont locataires de l'État et célèbrent tous les jours les offices dans l'abbatiale ou dans les cryptes. Et puis, nous avons près de 3 millions de visiteurs par an pour le Mont Saint-Michel. La moitié seulement monte à l'abbaye. Et entre les moines et les foules de visiteurs venus de toute l'Europe et du monde entier aujourd'hui, eh bien, il y a les 40-60 fonctionnaires qui travaillent à l'abbaye. Voilà, au Moyen-Âge, les moines, leurs serviteurs, les pèlerins, aujourd'hui la communauté religieuse, les frères et les sœurs des fraternités de Jérusalem, les fonctionnaires dont je suis, et puis les touristes. Rien n'a vraiment changé.